Plus vous avez, mesdames, messieurs, il vous arrive de ces choses complètement insensées, des choses qu'on n'explique pas du tout. Il y a même des choses dont on n'ose même pas parler. Remarquez, il y a quelque temps, je rentrais chez moi un soir, il était 2 heures du matin, par là. Il y avait un brouillard, une atmosphère hitchcockienne. Et tout d'un coup, j'entends « Fils d'Abraham ! Fils d'Abraham !» Bon, comme j'étais tout seul, je dis « Oui !» Je dis « Qui êtes-vous » Et j'entends une voix lointaine « Je suis Jéhovah !» Comme il n'y avait pas de témoin, je dis « Je vous écoute !» Et la voix me dit « Tu es bien le fils d'Abraham ?» J'ai dit « Entre autres !» Ben, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul. Nous sommes tout un peuple avec le fils d'Abraham. Et là, vous me dites, justement, c'est un appel au peuple que je viens de lancer. J'ai dit, mais alors pourquoi moi? Il me dit, parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. Alors il me dit, voilà, j'aimerais te mettre à l'épreuve, comme je dis, j'ai mis ton père à l'épreuve. Je dis, le père de Vos? Il me dit, non, le père Abraham. Ah, je dis, c'est de l'histoire ancienne. Il me dit, oui, t'en souviens-tu, j'avais promis à Abraham une descendance aussi innombrable, des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tout un peuple ensemble, à condition qu'il me sacrifie à son fils. J'ai dit, oui, il ne l'a pas fait. Eh bien non, parce qu'au moment où ma main a retenu son bras, j'ai dit, vous avez eu là un beau geste. Sans ça, je ne serais pas là. Il me dit, voilà, j'aimerais te soumettre à la même épreuve, sacrifie-moi ton fils. Je dis, vous tombez mal, j'ai pas d'enfant. Ah, il me dit, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Il me dit, ça fait rien, sacrifie-moi ta femme. J'ai dit, là, d'accord. J'ai dit, il faut que j'en parle. Il dit, dis-lui bien que c'est pour la bonne cause. Je dis, soyez sûr que ce soit la bonne. Parce que je l'avais déjà épousé pour le bon motif, or c'était pas le bon. Il m'a dit, de toute façon, au dernier moment, ma main retiendra ton bras. Je lui dis, vous pouvez me signer un papier? Il me dit, ce qui est écrit est écrit. Alors j'en ai parlé à ma femme. Elle l'a très mal pris. Ouais, tu me mets le couteau sous la gorge. Déjà, je me suis sacrifié pour toi, si encore il faut que je me coupe en 4 pour ta famille. Je dis, mais te rends-tu compte d'une sacrée promotion? Moi, un fils de famille, devenir le père du peuple. Elle a compris, elle a compris. C'est elle-même qui a armé mon bras. Elle m'a dit, vas-y, elle m'a dit, tu es sûr que Dieu est derrière toi? Je sens son souffle. Elle me dit, mais alors pourquoi hésites-tu? Je dis, parce que je ne suis pas sûr que sa main soit assez forte pour retenir mon bras. Qui c'est ce type qui vient de passer là? Il y a un type qui vient de passer là. Vous n'avez pas vu passer un type là? Vous avez vu un type qui vient de passer? J'ai d'ailleurs cru que c'était mon percepteur. Je vois passer partout ce bonhomme. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie. Moi je ne voulais pas y croire jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais possédé du percepteur. Je suis possédé du percepteur. Envoûté si vous préférez par mon percepteur. Depuis quelque temps déjà je le voyais qui rôdait autour de ma maison. Il allait et venait comme ça. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques, alors qu'en fait il prenait des mesures fiscales. Et puis il disparaissait, il revenait. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'il revenait, je me payais un nouvel impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs en faisant mes comptes que je me suis rendu compte qu'il revenait souvent. Et un soir, je rentre chez moi et je trouve une feuille d'impôt clouée sur ma porte. Je me suis dit, c'est un premier avertissement. Enfin, ça ne m'a pas étonné, mais j'étais un peu surpris quand même. Je me suis dit, tiens, au lieu de glisser la feuille sur la porte, il la cloue. Pour des méthodes modernes. Bon. Seulement voilà que le lendemain, je me suis retrouvé cloué au lit avec une forte fièvre. Alors là, je me demande, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux clous? C'est vrai, j'enfonce un clou, et là, un type avec une tenaille, il arrache mon clou. Je me suis un peu égaré. Mais non, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, quelques temps plus tard, en faisant le tour du propriétaire, je découvre à chaque angle de ma propriété des lettres. Tracées sur le sol, marquées même, il y avait un T, un V et un A. Un vol d'oiseau, ça fait TVA. J'étais cerné par la TVA. Vous connaissez le sens fiscal de ces 3 lettres. TVA. Si vous prenez les 2 premières lettres, TV, ça veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV?
VA, va payer la taxe sur la TV. TA, t'as payé la taxe sur la TV? Ah, alors va la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous lisez les lettres à l'envers, ça me dit encore quelque chose. T, VA, AV, AVT, AV. Avez-vous payé la taxe sur la TV? AT-vous d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. VT, VT-vous et AT-vous d'aller payer la taxe sur la TV à la fin de la valeur ajoutée. Alors, voilà. On n'en sort pas. Et moi, j'aurais dû me vêtir et me rater d'aller payer ma taxe sur la valeur ajoutée. Au lieu de ça, je fais quoi? Je me suis rendu au siège de la sécurité sociale pour y réclamer une somme importante qui m'était due depuis fort longtemps. Évidemment, on m'a répondu, mon dossier s'était égaré. Mais je vais vous dire, ça m'a presque rassuré. Je me suis dit, enfin quelque chose de prévu. Et j'en avais presque oublié mon percepteur. Bon, voilà que dans la nuit qui a suivi, je suis réveillé en sursaut par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre! Inhumain! Des sous! Des clous! Je me précipite à la fenêtre et je vois sous la lune argentée, parce que dès que la lune est argentée, mon percepteur applique. Ah, je vois mon percepteur qui se livrait à un étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, il fermait, il ouvrait, il fermait, il ouvrait, il refermait. Je me suis dit, il doit chercher à voler. Et voilà que dans le reflet de la vitre, je sentais quelque chose qui bougeait là. Je me retourne et je vois sur mon bureau ma rente Pinet. Une petite rente Pinet. Je la vois se plier, se replier, et par un sortilège se transformer en une cocotte en papier, laquelle cocotte a pris son envol, mais j'ai cru que c'était la mère du petit poussin qui avait mangé. Et à l'appel du percepteur, elle est venue se poser sur son épaule comme une chouette. Le percepteur s'en est saisi, il a déplié la cocotte, il a replié ma rente Pinet, qu'il a lancé comme un petit avion, vous savez, comme quand on lance un emprunt. Je dis, mais c'est un mirage ou quoi? Et le petit avion en papier, il est venu se poser sur mon bureau comme ça. Moi, j'allais prendre d'assaut. C'était plus la même rente, elle concordait plus. Il avait changé ma rente Pinet en rente Giscard. Ah, il est fort! Il est diablement fort! Vous savez, pour nous défaire de son emprise, j'ai tout essayé, tout. Je suis même allé voir un prêtre. Je vais vous dire à quel point j'étais désespéré. J'ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme? Il me dit, mon fils, vous m'auriez parlé du démon. De contre les puissances de l'argent. Ah! J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, mon père? Il m'a dit, payer. Payer pour nous. Alors je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il met ma faiblesse à contribution. Il me taxe sur ma valeur personnelle. Oh, bah, tout ça, parce que j'ai eu la faiblesse de montrer des idées extérieures de richesse, alors que ma richesse est tout intérieure et tout intérieure. Et comme disait Monsieur Devance, il faut bien rigoler un peu, quoi. À propos du rire, vous savez qu'on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Parce que, comme le dit Devance, le rire, comme chacun le sait ou ne sait pas, c'est une énergie contenue qui est en nous et se libère rapidement. Et en se libérant, elle fait vibrer les plus vulnérables, les muscles les plus vulnérables, les plus fragiles, qui se trouvent être les zygomatiques. Alors, Devance suppose, imaginez les muscles fessiers. Supposons que les fessiers soient plus vulnérables que les zygomatiques, eh bien on rigolerait comme ça. Alors, vous voyez toute une salle qui rit? Ce serait désopilant. Attention, nos ancêtres riaient comme ça. Nos ancêtres, les primitifs.
L'homme des cavernes, le rire caverneux. C'est toujours mieux que je pouf. Un rire crispé, ça ferait rire aux éclats. Je ne vois pas très bien à quoi ça correspond, mais oh, la chape est belle. Hein. Mais les primitifs, ils sont primitifs. Attention, De Vos n'a rien contre les primitifs. Ah ben, il n'a rien contre eux, il le dit lui-même, ils sont tout inventés. La pierre taillée. Qui c'est qui a inventé la pierre taillée? Un primitif. Le feu. Qui a inventé le feu? Un primitif. C'est peut-être même l'idiot du village. L'innocent du village. Un jour, il ne savait pas quoi faire de ses 10 doigts. Il a pris 2 pierres, une dans chaque main, aux innocents les mains pleines. Il a frotté 2 pierres l'une contre l'autre. Et ça a fait des étincelles. Alors le chef, un primitif aussi, le chef. Primitif, mais chef. Ce qui n'est pas incompatible. Il faut dire qu'il a vu que du feu. Donc il a vu que de la fumée, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, il a dit allez chercher le sorcier. Alors le sorcier est arrivé, un sacré primitif aussi, le sorcier. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Le chef a dit c'est l'innocent. Alors il a dit refais dans le sorcier ce que tu nous as fait. Alors l'innocent avec ses 2 petites pierres, il a fait une petite flambée. Alors le sorcier a dit feu de Dieu. Ça sent le roussi. Il a joué avec les amulettes. Il a dit il faut le brûler. Alors le chef avait dit avec quoi? Et l'autre innocent a dit avec ça. Alors il a mis le feu au bûcher qu'on venait de dresser pour lui. Alors au bûcher, les primitifs, ils devaient se taper le derrière par terre. Hein. Et les réflexions, heureusement qu'il n'a pas inventé la poudre, parce qu'en plus de le brûler, il aurait fallu le faire sauter. Alors il y en a un qui a dû se taper le derrière plus fort que les autres. Ça lui a durci les fessiers. Les fessiers sont devenus moins vulnérables que les zygomatiques. Le rire lui est monté à la gorge. Il a fait ha ha. Oui. Et il avait inventé le rire sonore. Et on venait de passer du rire muet au rire parlant. Ils ont tout inventé, les primitifs, absolument tout. Et De Vos, qui est évolué, si. Qu'a-t-il inventé? Oui. Eh bien, l'histoire telle que je viens de vous la conter, là, c'est lui qui l'a inventé. D'ailleurs, le rire, c'est vital, bien entendu. Et De Vos, c'est un grand grimacier. Ah, mais tout le monde le sait, ça. De Vos, a beau être belge, il a quand même représenté à l'époque le Festival international de la grimace pour la France. S'il vous plaît! Il y avait là tous les grands grimaciers du monde. Le président des États-Unis. Bon, avant les élections, parce qu'après. Alors il fait bien entendu, pour représenter la France, il fait des grimaces bien de chez nous. Je ris, je pleure, la haine, la colère, la violence. Parce que la grimace est internationale. Il n'y a pas de frontière à la grimace. Par exemple, si je vous tire la langue, c'est pour les besoins de la vidéo, excusez-moi. Hein. Eh bien c'est compris de tous. Parce qu'une langue, c'est une langue. Eh bien c'est la même pour tous. Tandis que si vous parlez la vôtre, on va se mettre à vous demander qu'est-ce qu'il dit. C'est pour ça que lorsqu'il y a un festival international de la grimace et qu'on veut y représenter dignement la France, on envoie un plume. Alors, faut dire aussi, j'ai appris des choses. De Vos disait, il arrive sur scène ce qu'on appelle un claquage musculaire. C'est-à-dire que vous faites des grimaces comme ça. Soudainement, alors obligé de tout remonter à la main. Alors ça donne une expression arbitraire. Jamais vous ne verrez une expression comme ça sur un visage. Ben, elle ne correspond à aucune émotion. À la limite, une déformation de naissance, mais à la limite, les gens ne représentent plus ce qu'ils entendent. Ben, j'ai l'impression de vous apprendre des choses. Mais vous savez, quelqu'un dirait, mais vous savez, représenter la France par des grimaces, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Avant, c'était facile parce que la France avait un profil de médaille. Pour gagner, il suffisait de représenter son beau profil.
Tandis que maintenant, pour représenter la France, il faut au moins ça. C'est la France défigurée. Vous savez, il n'y a pas besoin de connaître du Devos pour raconter des petites histoires drôles. Il y en a une que vous ne connaissez pas. Par exemple, parce que vous ne connaissez pas celle-là. Cet été, j'ai fait une croisière. Je suis parti en croisière. Bon, alors, la mer a été mauvaise, elle était houleuse. Alors, tous les gens, les matelots, les passagers, les individus lambda, on était là. Et il y a un type au milieu des autres qui était là. Vous savez pourquoi? Il était sous. Ils y ont cru. Il l'a cru. Et vous croyez n'importe quoi, mais vous inquiétez pas, De Vos aussi. Ah, De Vos, il croit n'importe quoi. Il est crédule, parce qu'en plus, il fait des grimaces. C'est l'affaire. Comme moi. Mais vous savez, même son pianiste est un personnage. Son pianiste est un personnage. Vous connaissez pas ça. Dernièrement, il est tombé fou amoureux de la fleuriste du coin. Tous les jours, il lui envoie des fleurs. Pour pas la vexer, il les achète chez elle. Savez-vous ce qu'elle vient d'apprendre? Elle les revend. Et devinez à qui? C'est l'amour race-clos. Ah, ça rappelle la jeunesse, tout ça. D'ailleurs, je cite De Vos à propos de la jeunesse, parce qu'au final, il est tout aussi touché que n'importe qui. Un jour, je m'apprêtais à traverser la rue, comme ça. J'étais là à côté de moi, il y avait une dame qui s'apprêtait à le faire aussi, qui se tourne vers moi et qui fait « Oh, le bon petit garçon !» Moi, je me suis dit, elle s'adresse à un enfant qui devait se trouver derrière moi, que je devais cacher. Pas du tout, c'était de moi qu'il était question. Elle me dit, mais à ton âge, ton papa te laisse sortir tout seul? Je lui dis, madame, il y a bien longtemps que j'ai plus mon papa. Ah, elle me dit, pauvre petit, donne-moi la main, je vais t'aider à traverser la rue. Je lui dis, madame, vous me prenez? Je ne suis plus un enfant. Vraiment? Mais enfin, madame, évidemment, vous voyez ma taille, ma corpulence, je suis gros. Elle me dit, oh, mais des fois, il y a des petits gros. Je dis, mais des petits gros, grands, petits gros, gros, mais moi, je suis gros, mais grand. Et finalement, elle est venue à m'avouer que comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle ne savait pas ce que c'était. Je lui dis, mais à votre âge, madame? Je me dis, mais quel âge me donnez-vous donc? Moi, j'ai donné entre 30 et 35 ans, elle me dit, je viens tout juste d'en avoir 5. Je dis, à ton âge, ta maman te laisse sortir tout seul? Elle dit, il y a bien longtemps que je n'ai plus ma maman. Je lui ai dit, pauvre petite, donne-moi la main, et je l'ai aidé à traverser la rue. Et de l'autre côté de la rue, comme elle me lâchait la main, moi je l'ai prise par le bras et je l'ai accompagnée jusque devant chez elle. Et devant chez elle, comme je lui lâchais le bras, elle m'a prise par la main, et puis elle m'a accompagné jusque devant chez moi. Et ce petit jeu-là a duré des semaines et des semaines. Alors je lui ai dit, à quoi jouiez-vous? Tantôt à la dinette, tantôt au cerceau, le plus souvent à la marelle. Jusqu'au jour où elle a voulu qu'on joue au papa et à la maman, alors là je lui ai dit, écoute, nous sommes encore un peu jeunes pour jouer à ces choses-là. Elle était toute triste, alors je lui ai promis que plus tard, quand on serait grand, on se marierait. Et elle était contente. Et alors, bon... Ah, en attendant, je lui ai offert une poupée pour qu'elle se familiarise tant doucement. Alors quand on dit qu'il n'y a plus d'enfants, des petits peut-être, mais des grands, nous sommes toute une flopée.